Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est en fait immense. Comment rendre à l'homme son entièreté? Ça interpelle, non? On a un peu tous ce sentiment d'être éparpillé. La tête qui part dans une direction, le cœur qui tire dans une autre, et puis le corps qui essaie de suivre. On jongle entre ce qu'on devrait être, ce qu'on voudrait, et puis ce qu'on est, au fond. Alors, face à ce puzzle de l'identité moderne, les sources qu'on explore aujourd'hui nous proposent une sorte de carte. Un chemin en 6 grandes pistes pour tenter de recoller un peu les morceaux. L'idée, c'est vraiment de retrouver une forme d'unité, un alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Exactement. Et je crois que c'est important de ne pas voir ça comme une simple liste de tâches, une to-do list du bien-être, quoi. C'est plus subtil. Le texte décrit plutôt 6 facettes d'une même transformation. Chaque point en nourrit un autre. C'est un mouvement qui part du plus concret, du plus physique même, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Ça touche à la manière dont on se définit, dont on interagit avec le monde. Alors allons-y. Commençons par le tout début, par la base. La première piste, c'est de réconcilier le masculin avec le vivant. Ça sonne un peu poétique, mais j'ai l'impression que ça parle d'un truc très actuel. Cette déconnexion qu'on a avec la nature, et peut-être surtout avec notre propre nature, notre corps. C'est tout à fait ça. Le texte utilise des images très parlantes, comme marcher pieds nus sur la terre ou sentir le vent. Mais attention, ce n'est pas juste un plaidoyer pour faire plus de randonnées le week-end, même si, bon, c'est une excellente chose. L'idée est plus fondamentale. Il s'agit de ramener notre conscience, qui est si souvent perdue dans nos écrans, dans nos pensées, de la ramener à l'intérieur de notre corps. Donc, si je comprends bien, c'est pas seulement aller plus dans la nature, c'est surtout soyez plus dans votre corps, même en plein milieu d'une réunion au bureau. Précisément, c'est réapprendre à habiter son corps. C'est comme un musicien virtuose qui connaîtrait toute la théorie, mais qui ne prendrait plus le temps d'écouter le son de son propre instrument. Notre corps, c'est notre instrument pour vivre. Et le texte dit que c'est là que réside une intelligence du vivant, une forme de sagesse qui passe par les sensations plutôt que par l'analyse. En se coupant notre corps, on se coupe de cette intelligence-là. C'est intéressant parce que si on commence vraiment à écouter son corps, on va pas seulement ressentir des choses agréables, on va aussi sentir la fatigue, le stress, toutes ces émotions qu'on essaie souvent de mettre sous le tapis. Ce qui nous amène tout droit à la deuxième piste, réhabiliter la sensibilité et la vulnérabilité. La transition est parfaite, parce que oui, s'ouvrir au vivant, c'est s'ouvrir à tout le spectre des émotions. Le texte parle d'une révolution silencieuse à ce niveau-là. Pendant longtemps, le modèle masculin s'est construit contre ses propres émotions. Ne pas pleurer, ne pas avoir peur, ne pas montrer son besoin d'affection, c'était vu comme une forteresse à bâtir. Une forteresse qui finit souvent par devenir une prison, j'imagine? Exactement. Cette révolution silencieuse, c'est de se donner la permission de ressentir, sans juger. Le texte a cette formule que je trouve magnifique. S'autoriser à être à la fois tendre et fort, sensible et lucide, ému et ancré. Ça casse complètement l'idée qu'il faudrait choisir un camp. Oui, on peut être les deux. On peut être les deux. On peut être l'épaule solide sur laquelle quelqu'un s'appuie un jour et celui qui a besoin d'une épaule le lendemain. La vraie force, selon cette source, elle n'est pas dans l'absence de failles, elle est dans la capacité à les accueillir. C'est un vrai déconditionnement. Et ce déconditionnement, il doit forcément créer une sorte de court-circuit avec une autre partie de nous, celle qui a été surentraînée, le mental, la logique. Ce qui nous amène au troisième point, réunir l'esprit et le cœur. On touche là à un conflit interne de tout le monde connaît, je crois. Oui, la fameuse bataille entre le champion du tableur Excel et la petite voix de l'intuition. Le texte dépeint un homme moderne, souvent réfugié dans sa tête, dans la performance, la stratégie, parce que c'est un territoire qu'il maîtrise. Le problème, c'est que pendant que l'esprit analyse et optimise, le cœur, lui, est mis en sourdine. Et comment on rétablit la connexion? Le texte propose une solution concrète. Il propose une voie qu'il nomme l'alignement. L'idée, ce n'est pas de faire taire le mental, surtout pas, mais de restaurer le dialogue, de faire en sorte que la tête accepte de prendre au sérieux ce que le cœur, ou l'intuition, a à dire. D'accord. L'exemple typique, c'est un grand choix de carrière. Votre tête fait la liste des pour, des contre, le salaire, les avantages, tout est parfait sur le papier. Mais vous avez cette boule au ventre qui dit que quelque chose cloche. L'alignement, c'est quand la tête arrête de dire « sois rationnel » et demande à la boule au ventre « ok, qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La formule clé du texte, c'est « quand la tête écoute le cœur et que le cœur guide la main », c'est dans cet ordre que l'action devient juste, entière.
D'accord, donc on a ce travail intérieur, se reconnecter à son corps, accepter sa sensibilité, faire dialoguer sa tête et son cœur. Mais on ne vit pas comme un ermite. Comment on fait exister tout ça dans nos relations? C'est la question essentielle, et elle nous mène aux points suivants, qui sont plus sociaux. D'abord, le besoin d'offrir des espaces de parole et de vérité. Le texte insiste beaucoup sur l'importance de créer des lieux, des moments. Il appelle ça des cercles où la parole change de nature. Alors, ça peut sonner un peu cliché ces cercles de parole, j'avoue que ça peut faire un peu peur. Concrètement, ça veut dire quoi une parole vraie? La parole est un outil de performance. On parle pour convaincre, pour prouver, pour se positionner. La parole vraie, selon le texte, n'a pas pour but de convaincre, mais de se dévoiler. Ah, c'est différent. Très différent. Pensez à la différence entre un entretien d'embauche et une conversation à 3 heures du matin avec un ami de confiance. Dans le premier cas, vous vendez une version de vous. Dans le second, vous vous montrez, avec vos doutes, vos failles. C'est dans ce partage d'authenticité qu'on réalise qu'on n'est pas seul, et que la fracture entre soi et le monde, elle commence à se réparer. Je vois. Et j'imagine que si de plus en plus d'hommes se permettent ce genre d'échange, ça doit forcément commencer à changer l'image collective de ce que c'est être un homme. On arrive au cœur du 5e point, transmettre une nouvelle image du masculin. Le changement individuel, c'est bien, mais il a besoin d'être soutenu par un changement de regard collectif. C'est là que le texte introduit le concept de masculin sacré, Alors là, je dois avouer que le terme sacré peut sembler un peu intimidant. ou perché. Est-ce que vous pouvez nous le traduire en langage de tous les jours? Bien sûr, et c'est crucial de le faire. Il faut enlever tout le côté mystique. Le masculin sacré, tel que décrit ici, c'est simplement le fait de revaloriser consciemment des qualités qui ont été mises de côté. Le texte nous invite à honorer les hommes qui soignent, qui écoutent, qui protègent sans violence. D'accord. En gros, c'est proposer d'autres modèles de réussite que celui du guerrier ou du conquérant. C'est dire qu'un père qui prend un congé parental pour s'occuper de son enfant incarne une forme de force tout aussi admirable que celle d'un PDG qui signe un gros contrat. Il s'agit d'un masculin qui, je cite, marche aux côtés du féminin et non au-dessus. C'est une vision de partenariat. Tout ce cheminement, la reconnexion au corps, l'accueil de la sensibilité, l'alignement, la parole vraie, ce changement de modèle, tout ça semble converger vers une idée qui est peut-être la plus importante de toutes. C'est le dernier point. Redonner un sens au mot puissance. Oui, c'est le point d'orgue de toute la réflexion. Et là, le texte fait un pari radical. Il dit que la vraie puissance, la puissance de l'homme entier, se résume à un seul mot, la présence. La présence. C'est un joli mot, mais c'est un peu vague. Ça veut dire quoi être présent au quotidien? Le texte le décline de manière très concrète. La présence, c'est d'abord la capacité à être pleinement soi-même, sans masque et sans armure. C'est ensuite la capacité à aimer sans se perdre. On peut utiliser l'image d'un arbre. Il peut plier sous le vent d'une relation forte, mais ses racines restent bien ancrées dans sa propre terre. Il ne se laisse pas déraciner. C'est une très belle image. Ensuite, c'est la capacité à agir sans écraser. Pensez à la différence entre le soleil, dont la force fait pousser les plantes, et un bulldozer qui rase tout. Les deux ont une puissance immense, mais leur impact est radicalement opposé. Et enfin, la présence, c'est la capacité à parler sans mentir, ce qui nous ramène à cette fameuse parole vraie. En fait, la conclusion du texte est lumineuse de simplicité. Rendre son entièreté à l'homme, c'est lui rendre le droit d'être vrai. C'est un parcours incroyable. On est parti d'un truc aussi simple et physique que sentir ses pieds sur le sol et on arrive à une redéfinition complète de ce que ça signifie être puissant. C'est un chemin qui va vraiment de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers le monde. C'est exactement ça. Et il faut vraiment insister sur le fait que ce ne sont pas des étapes à cocher dans un ordre précis. C'est un écosystème. La reconnexion au corps nourrit la sensibilité, qui permet au cœur de se faire entendre, ce qui rend la parole plus authentique. Et tout ça construit peu à peu cette fameuse présence. Chaque élément renforce les autres. Alors, pour laisser une dernière piste de réflexion, si la clé de tout, cette fameuse puissance, c'est la présence, et si le texte nous dit que le premier pas, c'est un retour au corps, au vivant. Alors, la question la plus importante n'est peut-être pas comment je peux révolutionner toute ma vie pour devenir cet homme entier. C'est une question paralysante, ça. La question beaucoup plus simple, plus accessible, serait plutôt quel est le plus petit geste, la plus infime action que je peux faire là, maintenant, pour revenir dans mon corps, ne serait-ce que 30 secondes.
Une question qui nous ramène du grand concept à l'infiniment petit et concret. Peut-être simplement sentir le contact de ses pieds sur le sol ou prendre une seule respiration en pleine conscience. Ou juste écouter un silence entre deux bruits de la ville. C'est peut-être ça, le début de la présence. Juste là, dans l'instant.